Et je vais convier Benito Bruzzo, qui est le président de l'Observatoire, de me rejoindre. Avec lui, on va en quelques minutes dire le pourquoi de cette table ronde qui arrive. Allez, sous vos applaudissements, il me monte les 3 marches, il est là. Ici, à mes côtés, je vous confie tout de suite ce micro. Le temps de poser la première question qui lance les échanges. Vous présidez l'Observatoire Île-de-France des risques travaux sur réseau. Qu'est-ce que vous constatez ? On constate que cet observatoire qui a été créé en 2002, juste après celui de Seine-et-Marne, le premier observatoire qui a été créé dans un département, c'est en Seine-et-Marne en 2001, il faut quand même le signaler. Précurseur. On a été précurseur sur la France entière. Et après, on a créé effectivement l'Observatoire régional Île-de-France depuis 2002. Depuis 2002, on fait beaucoup de travaux de communication, de sortir un peu dans toutes les entreprises, dans les collectivités locales et territoriales. Et on s'aperçoit que depuis 2002, avec la nouvelle réglementation qui a commencé le 1er juillet 2012, qu'effectivement, on a une baisse significative des incidents sur réseau, surtout les réseaux sensibles, et qu'actuellement, malheureusement, on sent une stagnation. En plateau. Voilà, un plateau, c'est toujours pareil, on descend rapidement au départ. Puis les derniers... Voilà, les derniers, sur les réseaux sensibles, on a baissé à peu près de 60% les incidents sur réseau depuis 2002, c'est formidable. Mais par contre, en année 2015, on a commencé une stagnation sur les réseaux sensibles et maintenant, on a du mal effectivement à faire baisser ces incidents sur réseau. Et on a une particularité, je le dis ici devant les maires qui sont présents, et c'est formidable parce qu'il y a beaucoup de maires nombreux ce présents, matin. très nombreux, et tant mieux, qu'effectivement, on a un problème avec les particuliers. Vous savez qu'on est en pleine crise, qu'il y a moins d'argent circulant, que les gens qui construisent leur maison et qui font leur propre branchement, ils ne font pas de déclaration au guichet unique, parce que construire sans détruire, c'est une consultation qui est gratuite, mais compliquée pour les particuliers. Et donc, on est en charge, et le ministère m'a chargé effectivement de préparer un protocole pour que les particuliers puissent accéder sur ce guichet unique pour pouvoir circuler plus facilement sur ce guichet unique. J'ai fait le test en tant que particulier pour voir un particulier, il ne peut pas effectivement circuler sur ce guichet unique. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Donc à partir du mois de mars, je pense, l'année prochaine, on pourra faire un e-compte particulier sur le construire sans détruire sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est en train de mettre en place des questions à choix multiples pour que les entreprises, à partir du 1er janvier 2017, et les collectivités locales et territoriales puissent délivrer l'attestation d'intervention à proximité des réseaux, l'AIPR, qui est obligatoire à partir du 1er juillet 2018, du 1er janvier 2018, mais à partir du 1er janvier 2017, pour ceux qui l'ont passé avec l'expérimentation de 2015 et actuellement en 2016, puissent délivrer l'AIPR à partir de ce 1er janvier 2017. Augmentation sensible, on a parlé d'un plateau, des dommages aux ouvrages, quoi. C'est ça qui est... C'est ça, des dommages aux ouvrages. On a eu des incidents assez importants sur RTE, des incidents désélectrisés qu'on appelle. On a eu une société de forage qui a percé un 225 000 volts enterré. Ça fait quand même mal. L'outil de forage, il est triste. Quand il faut le voir, on n'a pas eu d'accident de personne. On a eu des chocs, chocs effectivement émotionnels. Quand on voyait un arc qui se projette, c'est quand même quelque chose de terrible. Et donc, on va faire le nécessaire. J'en ai parlé avec Charles-Henri Tavel à l'instant. Effectivement, il m'a demandé si au niveau de l'Observatoire, il n'était pas possible de sortir un avis. Et je vais le sortir rapidement pour dire attention, il y a une certaine reprise des incidents en octobre-novembre de cette année, et des incidents qui peuvent être très très graves. Il y a eu un an pile, on a eu un accident grave à Meudon, et cet accident grave à Meudon, c'était 2 personnes, dont une, il y avait effectivement le pronostic vital d'engagé, donc ça commence à être très grave. On a eu aussi un accident grave en France avec les réseaux aériens, un réseau aérien, il y a eu 2 morts en Savoie, donc j'ai lancé un flash au mois de juillet parce que
les campagnes d'enrobés qui sont faites également en Seine-et-Marne, vous avez les smirmores qui lèvent leurs bennes et qui touchent effectivement des réseaux. Et là, c'est un 20 000 volts touché par un camion benne qui avait la benne levée, et il y a eu deux morts et 2 blessés graves. Alors, donc, vigilance, vigilance, pédagogie, pédagogie, voilà, vigilance. tout à fait. Merci Benito, Bruzzo, vous restez là. Je vais appeler les participants à cette première table ronde, autrement dit sur cette toile de fond avec une augmentation sensible des dommages aux ouvrages. Comment procéder? Nous rejoignent Céline Brodaz, qui est responsable du bureau d'études entreprise TPSM, Michel Grisetto, adjoint au maire de Donne-Marie-Dontilly, Laurent Huguet, responsable du pôle méthode au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, Romuald Rocher, président du cabinet Etudis, et Charles-Henri Tavel, qui est inspecteur de l'environnement à la DRIE Île-de-France, et la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie. Ils nous rejoignent, voilà. Merci, merci. Prenez place. Là, par exemple, là, là-bas, ici. Tout le monde a son fauteuil? Oui, c'est bien organisé. Alors, il y a un deuxième micro. On va mettre le premier ici. L'autre, on va l'ouvrir. Rapprochez-vous, installez-vous, vous êtes chez vous. On démarre avec vous, Laurent Huguet, responsable du pôle méthode du DESM. Et c'est à vous, vous avez le pilotage, c'est pour les slides. On commence, quand vous voulez. Vous nous présentez dans un premier temps ce syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Très bien, merci à tous, merci à Ensemble 77 de m'avoir invité et de m'avoir permis de témoigner un peu sur la manière dont on a adapté la réglementation des... Dans votre activité, à vous. Tout à fait. Donc, je vais présenter ma collectivité. Nous sommes donc le SDESM, syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Nous sommes une AODE, on appelle autorité organisatrice de la distribution des énergies. On nous appelle aussi... Alors déjà, c'est pas le... Eh ben, vous revenez en arrière. Voilà. Hop. Voilà. Donc, nous sommes aussi ce qu'on nous appelle une autorité concédante. Nous sommes propriétaires des réseaux de distribution publics d'électricité. Nous avons un contrat qui nous lie à notre concessionnaire, Enedis, que vous connaissez plus sous le nom de... Son ancien nom, ERDF, qui lui a la responsabilité de l'exploitation et de la sécurité et de l'entretien du réseau. Et notre première compétence, c'est donc sur ce fait, c'est le contrôle du concessionnaire. Ça, c'est notre première compétence, c'est notre compétence première. Nous avons d'autres missions et qui sont représentées par différents services que je vais vous expliquer maintenant. Nous avons le service travaux qui finalement correspond pleinement à ce pourquoi nous sommes là. Dans ce service travaux, nous effectuons des enfouissements de réseaux secs, haute tension, basse tension, communication électronique, éclairage public, des renforcements, des extensions pour les bâtiments communaux. Nous avons aussi un service éclairage public qui effectue aussi des travaux propres à l'éclairage public, donc, et qui, par exemple, a lancé très récemment un marché de maintenance pour 330 communes, basé sur un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Nous avons aussi un service énergie qui permet d'accompagner les communes dans tous leurs projets d'énergie renouvelable, qui aide les communes à diagnostiquer aussi, faire des diagnostics dans leurs bâtiments communaux, et qui a lancé un marché de groupement d'achat gaz-électricité. On a une thermographie, là, on voit. Thermographie en exemple. Alors justement, ça me permet de dire que tous les slides qui vont être projetés aujourd'hui seront à votre disposition sur le site Ensemble 77. Ça veut dire qu'il y aura tout à l'heure des tableaux qui sont là pour vous montrer quelque chose, mais vous ne pourrez pas visualiser. Donc dites-vous que vous pourrez aller rechercher l'information précise en allant chercher sur le site les slides.
Là, effectivement, il y a une photo où on voit où il y a des pertes de chaleur. Tout à fait. Et puis, ils ont lancé, ça fait 1 an déjà, un projet sur le déploiement de 340 points 340 points de recharge pour les voitures électriques dans tout le département. Et enfin, un système d'information géographique, dit SIG, qui permet aux communes d'avoir une vue globale sur leur territoire, d'un point de vue de l'urbanisme, et aussi au niveau de l'ensemble des réseaux qu'ils peuvent avoir en souterrain, ainsi que leur mobilier éclairage public. Notre syndicat donc, départemental regroupe 438 communes pour une population globale de plus de 630 000 habitants. Donc assez imposant à gérer. Avant de décrire un petit peu le synoptique que j'avais prévu pour expliquer un petit peu la procédure d'un projet d'enfouissement de réseau, du moment de A à Z, de la demande de la commune jusqu'à la réception du chantier, pour remettre un peu dans le contexte, je voulais expliquer un petit peu, préciser un peu notre marché public. Le mode de fonctionnement, quoi, l'accord cadre. Tout à cadre. fait, notre accord cadre. Donc c'est vrai que c'est un marché un petit peu particulier. En règle générale, les syndicats utilisent des marchés à bon de commande qui permet à 1 voire 2 entreprises de travailler sur plusieurs années sur un territoire bien défini. Là, pour le coup... Slide, accord cadre. Hop, accord cadre. Le voilà. Là, pour le coup, donc, nous avons lancé un accord cadre qui n'est pas un marché... qui n'est pas potentiellement un marché, mais qui est ce qu'on appelle un contrat, tout simplement, qui nous lie à une dizaine d'entreprises regroupées en 6 titulaires. Dans cet accord cadre, nous avons la possibilité de lancer pour chaque opération d'enfouissement, pour chaque opération de travaux d'ailleurs, un marché subséquent qui nous permet de remettre en concurrence l'ensemble des entreprises. Et à la suite, on peut envoyer donc les bons de commande, OS d'études d'exécution, OS travaux. Voilà. Donc je vais démarrer l'explication un peu de cette procédure. On va suivre le cheminement finalement. Les différentes étapes. Alors ce systématique est divisé en 2 parties. Il est vrai qu'une opération d'enfouissement, c'est quelque chose sur le long terme. Dans le cas les plus défavorables, une opération, c'est 9 mois. C'est une grossesse. Les communes aimeraient bien d'ailleurs avoir un projet prématuré, mais le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal d'étapes à passer, incontournables, et puis on va les regarder ensemble. Pardon. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple d'un chantier pour une commune urbaine. Ça a son importance. Vous verrez après, voilà, il y a des différences entre les communes urbaines et les communes rurales. La procédure diffère un petit peu. Donc pour commencer, étape numéro 1, année N-1, on prend l'exemple, on est en 2016, on veut faire des travaux en 2017. En janvier 2016, donc, on va faire une demande auprès des communes, à savoir les interroger sur leurs besoins d'enfouissement. Là, les communes donc, vont nous répondre, nos chargés d'affaires vont prendre contact avec elles et ils vont avec eux affiner le projet et puis faire un avant-projet sommaire qui sera un outil d'aide à la décision sur la continuité du projet ou pas. Suite à l'accord de la commune renvoie une convention financière, une délibération qui nous permet de continuer, de commencer ces étapes de préparation. Voilà. À la suite, on passe à l'étape 2. On planifie l'ensemble de nos opérations pour 2017. Ces plannings sont envoyés à tous les gestionnaires de réseau, tous les acteurs qui sont directement concernés par le projet. On les met tous au courant. À la suite donc, de cette planification, on va attaquer une préparation donc, du projet. Donc, différents points qu'on va passer en revue. Il va y avoir déjà, par exemple, on en parle là, on va même en parler, je crois, tout à l'heure, les analyses des enrobés sur le périmètre du projet, à savoir s'il y a effectivement de l'amiante et les teneurs en hydrocarbures. Donc, on va passer par un marché à bon de commande et on va lancer ces analyses. On va faire un point d'étude avec Enedis qui vont nous expliquer un petit peu les besoins qu'ils ont au niveau de leur réseau, le choix du matériel et les différentes interactions avec donc les différents acteurs, par exemple des architectes, des maîtres d'œuvre, pour des travaux voirie qui pourraient y avoir après nos enfouissements, des travaux d'eau qui pourraient y avoir avant, coordonnateur sécurité, j'en passe. Et puis, ce qui nous intéresse le plus,
l'envoi de la demande d'investigation complémentaire auprès de notre société avec laquelle on a un marché à bon de commande, qui va d'ailleurs lancer pour nous les DT, obligation. Donc on va déléguer l'envoi de ces DT. Par contre, en tant que maître d'ouvrage, on en a la responsabilité, ça il faut toujours le garder en tête. C'est pour ça qu'on a un œil sur l'envoi des DT. Oui, c'est toujours le responsable de projet qui est responsable. Et donc, il délègue à une société spécialisée ses déclarations de travaux. Donc, les investigations complémentaires, alors on va peut-être développer un petit peu rapidement ce que c'est. Alors, les investigations complémentaires, donc Charles-Henri Tavel de la DRIE Île-de-France, donc les investigations complémentaires pour les unités urbaines et pour un certain type de chantier, ces investigations complémentaires, elles ont pour but d'améliorer la précision des réseaux, c'est-à-dire au lieu de dire que le réseau passe dans toute une rue, on améliore, on sait un peu plus que c'est sur le trottoir de gauche ou le trottoir de droite. Donc il y a une obligation de réaliser ces investigations complémentaires pour certains types de chantiers, et en particulier en unité urbaine, c'est obligatoire pour certains types de chantiers. Et le but, voilà, c'est d'améliorer la précision. Pour reprendre les termes, ensemble, vous êtes gagnants à créer ces investigations complémentaires, puisque les exploitants vont améliorer leur cartographie via ces investigations complémentaires, et lorsqu'ils vont répondre à vos DT, justement, à vos projets, vous pourrez mieux créer vos projets puisque vous saurez où vont passer les réseaux. Et pour les entreprises de travaux, ils pourraient travailler en meilleure sécurité avec une meilleure précision des réseaux. Précision renforcée. Tout à fait. Éventuellement, C'est bon. C'est bon. Donc nous sommes le bureau d'études Étudis. Nous avons été mandatés par le SDESM donc, pour réaliser ces investigations complémentaires. Alors pour réaliser des investigations complémentaires, c'est plusieurs phases, c'est plusieurs technologies, c'est plusieurs techniques de détection, notre mission première, c'est de repérer tous les réseaux dits sensibles. Donc les réseaux dits sensibles, c'est pour la plupart électricité, donc dans l'électricité haute, basse tension et éclairage public, et les réseaux de distribution de gaz. Donc c'est de repérer tous ces réseaux-là et de les reporter sur une cartographie dans une classe de précision qui a été définie depuis 2012 par le ministère. J'ajouterai à ça, c'est que depuis très peu de temps, mais ça y est, toutes les entreprises qui réalisent des investigations complémentaires, le métier est maintenant encadré par le ministère. Et à partir du 1er janvier 2018, toutes les entreprises qui réalisent ce genre de prestations devront être certifiées. Laurent, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Donc, préparation du projet, on lance tous ces éléments. Et à un moment donné, il va falloir lancer ce que j'ai parlé tout à l'heure, le marché subséquent. Donc, cette préparation de projet peut prendre un certain temps, 3 à 4 mois. Et puis, à un moment donné, il va falloir remettre en concurrence ces entreprises avec tous les éléments qu'on a récupérés. Donc, ça va être, donc pour l'envoi du marché subséquent, on le voit à l'étape 4. Donc, le matériel EP validé par la commune, l'étude Enedis qui nous est revenue, des fonds de plan géoréférencés obligatoires pour reporter nos réseaux, le projet voirie si tant est qu'il y en ait un, la réponse du rapport concernant les analyses d'amiante, en espérant qu'il n'y en ait pas. Mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est toujours mieux. Mais c'est fini. On n'en parle pas. C'est fini. Le rapport donc des investigations complémentaires qui comprend donc un ensemble de plans, un descriptif de ce qui a été fait, comment ça a été fait. Donc j'ai dit un ensemble de plans avec dessus sur ces plans qui sont en informatique géoréférencés. L'emplacement de la réponse des réseaux suite à la réponse au DT, qui sont des réseaux alors en partie sensibles et non sensibles. Un autre plan avec l'ensemble des réseaux sensibles. Donc réseaux sensibles, en règle générale, c'est électricité, gaz, et en fait, c'est tout ce qui est suite à la réponse à la DT, tout ce qui est nommé comme sensible, en fait. Il peut y avoir des communications électroniques sensibles. Et puis un plan qui va comparer les différences qu'il pourrait y avoir entre les DT et ces fameux réseaux sensibles. On va aussi avoir une fiche avec les points les points qui permettent de géolocaliser les réseaux en X, Y, Z.
Et puis, alors, je crois qu'on a des photos. Oui. Aussi une petite clause sur les arrêts de travaux pour justement que les entreprises, en cas de découverte de réseaux qui n'étaient pas prévus, ne subissent pas de préjudice. Donc dans les marchés de travaux, vous devrez retrouver au niveau pour les entreprises une clause sur les arrêts de travaux qui sont prévus dans le code de l'environnement, c'est-à-dire notamment une découverte de réseaux qui n'était pas cartographié ou identifié au départ. Pardon. Alors concernant aussi donc les rapports, rapidement on peut avoir donc un plan. Alors là, bon, c'est vrai que pour ceux qui comprennent pas trop, qui n'ont pas trop l'habitude, ça fait beaucoup de traits un peu partout. Mais en gros, on localise l'ensemble des réseaux sensibles. On a une photo en dessous avec photo qui montre un peu la position de ce réseau. Et puis, on va avoir aussi des plans qui vont montrer une chose importante dans le rapport, les zones d'incertitude, c'est-à-dire les zones où la société qui faisait les investigations complémentaires n'a pas pu retrouver l'emplacement du réseau, le reclasser, alors on a expliqué en classe A, c'est-à-dire d'une précision 50 cm près en XYZ, pour ce qui est des fourreaux, je crois, souples, qui est de 0,40 cm pour les réseaux rigides. Donc des zones d'incertitude qui sont à la fois marquées sur le plan avec une photo qui reprend cet emplacement. Et puis, on en parlera après, cet emplacement, cette zone sera marquée aussi sur le terrain par un marquage directement. Alors il faut revenir en arrière. Voilà, donc dès qu'on a tous ces éléments-là, avec ce rapport, on envoie notre marché subséquent. Encore un retour en arrière, parce que là, on a les spécifiques rurales. Pardon. Voilà. Donc, quand on a tous ces éléments-là, on peut envoyer notre marché subséquent avec notre DQE, des annexes avec l'ensemble des éléments. Ensuite, donc, on a le marché lancé. Les entreprises ont 7 à 30 jours pour nous répondre. Et on choisit donc le titulaire de ce marché subséquent, après les avoir mis donc en concurrence. Là, on va envoyer un bon de commande et un OS étude d'exécution. Étape 6, l'étude d'exécution. Donc l'entreprise qui a été choisie a 2 à 3 mois pour faire son étude. Alors, évidemment, cette étude d'exécution, elle est validée de la même manière par le chargé d'affaires, qui a un œil, évidemment, sur tout ce qui est fait. L'entreprise, dans son étude d'exécution, va de nouveau envoyer une DT. Donc, la première DT ayant été envoyée il y a plus de 3 mois, nous, on va refaire un envoi. Bon, il s'avère qu'il y a peut-être des cas particuliers où il n'y a pas d'obligation, mais ça, on rentre un peu dans le détail. Mais bon, nous, dans tous les cas, on a passé 3 mois, on renvoie la DT. On délègue toujours cet envoi et on est toujours responsable, bien sûr. L'entreprise va faire donc son étude d'exécution, va nous envoyer un plan appro qu'on va valider, des plans pour accord qui vont être transmis alors, à différents concessionnaires, ça va être Enedis, Orange, CNMR numérique, pour qu'ils nous renvoient leurs prescriptions. Et puis, on va envoyer ce qu'on appelle un article 2.1, c'est particulier pour l'énergie, pour mettre tout le monde au courant du projet que l'on va faire. On envoie aussi des demandes d'autorisation et conventions, parce qu'un enfouissement de réseau, ce n'est pas que sur le domaine public. On enfouit les réseaux, soit les branchements, les réseaux, mais qui partent du domaine public sur un poteau et qui vont jusqu'à la façade des propriétaires. Donc, effectivement, il va falloir faire des tranchées aussi chez les gens. Donc, c'est pour ça qu'on fait des demandes d'autorisation, des enquêtes riveraines, afin d'avoir leur accord pour travailler chez eux. On a passé toutes ces préparations, l'étude est en cours, on est année N-1, on va passer à la deuxième étape, l'année N, l'année des travaux. On va dire que l'étude est terminée quand on a les devis, l'ensemble des plans travaux, qui sont géoréférencés bien sûr, et puis les autorisations conventions. Voilà. On va donc préparer le lancement de l'opération. On va donc arrêter une date de réunion préparatoire avec la commune. Une réunion piquetage, éclairage public aussi pour valider les emplacements. On n'a pas trop parlé, mais évidemment, on pose énormément de LED maintenant et on se doit de faire des études d'éclairement afin de les poser dans les meilleures conditions. On piquete avec la commune. Et quelques jours avant cette réunion préparatoire, où là, on va faire le point sur les différents problèmes qu'il pourrait y avoir avant de démarrer le chantier, on va donc faire marquer le chantier. Alors là, on a aussi délégué à la société qui a fait les IC le marquage des réseaux sensibles.
Donc, quelques jours avant cette réunion préparatoire, l'entreprise vient marquer les réseaux. Alors, le marquage du chantier, c'est une disposition réglementaire qui est essentielle et pour laquelle on est très attaché. Donc, c'est le marquage de l'ensemble des réseaux, qu'ils soient sensibles ou non sensibles, doit être marqué avant de commencer un chantier. Le fait de ne pas respecter ces dispositions, c'est passible de sanctions administratives. Le marquage des réseaux est bien sous la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage. Elle est portée par la maîtrise d'ouvrage et c'est de sa responsabilité de délivrer entre guillemets les bonnes clés au début pour lancer le chantier. D'où les IC. Pour continuer sur le marquage de réseau, nous avons réalisé à l'Observatoire les semaines de la prévention, 4 semaines au mois de mai-juin, et sur 750 chantiers que nous avons visités par les membres de l'Observatoire, délégués par cet observatoire, on s'est aperçu qu'il y a à peu près 35% des chantiers marqués, ça ne fait pas beaucoup, un tiers seulement, et que la maintenance de ce marquage par l'entreprise est réalisée à peine à 10%. Donc c'est une disposition réglementaire, si ce n'est pas respecté, effectivement, il y a la sanction administrative qui peut tomber par la DRIE. Donc faites très attention, et qui tombe actuellement, puisque, je disais tout à l'heure, beaucoup d'incidents de réseau sont revenus, surtout sur les réseaux sensibles, et on sera de plus en plus vigilant. Et nous lançons en 2017 les 5 semaines de la prévention, en 2017, entre fin juin et juillet, pour voir s'il y a une amélioration sensible, effectivement, sur ce marquage préalable et sur la maintenance de ce marquage. Céline Brodaz. Bonjour. Sur ce qui est là, vous avez quelques compléments d'information. Oui, je ne vais pas redétailler tout ce qui a été dit, mais donc, je suis de l'entreprise TPSM, responsable du bureau d'études. Donc on a un service qui refait la DT, en effet, puisqu'elle est périmée en général quand on attaque l'étude. On récolte toutes les réponses concessionnaires. On récolte donc le plan des réseaux sensibles repérés par Itudis. Et donc à partir de là, on fait le projet. Et on a aussi un service de géodétection, donc on retrace ce qui a été effacé entre-temps, on repasse retracer les réseaux sensibles et les réseaux en classe C. Voilà, en général, le réseau d'eau. Voilà. On va passer à Laurent. En gros, c'est le chef de file, quoi. Non, tout à fait. Donc, ce marquage, juste avant la réunion préparatoire, comme je disais, est effectué. Et donc, nous recevons un PV de marquage qui, quelque part, entérine ce marquage en présence de la commune, de l'entreprise. Donc, on valide le fait que ça a bien été marqué. On signe ce document qui, quelque part, oblige un peu l'entreprise à avoir un maintien de ce marquage pendant toute la durée du faire évoluer réseau. en fonction de l'avancement. Voilà, il faut que ça tienne, il peut pleuvoir, je ne sais quoi. Et ce PV est obligatoire. Alors, par la même occasion, donc il y a les réseaux sensibles qui sont marqués par la société qui fait l'IC, donc là pour le coup en présence d'Itudis. Les marquages aussi se font pour les réseaux non sensibles. Donc l'entreprise qui travaille pour nous va par la même occasion, avant le démarrage du chantier, marquer l'ensemble des réseaux qui seront stipulés sur compte rendu de la même manière. Alors du coup, la réunion préparatoire se passe, le marquage est fait, le PV est signé, on a la date de démarrage du chantier, on peut enfin démarrer le chantier. Donc là, il y a eu quand même pas mal de temps qui s'est écoulé. Un chantier qui peut durer de 3 à 4 mois, qui sera suivi par le chargé d'affaires, donc il va faire la maîtrise d'œuvre. Et puis, cette maîtrise d'œuvre va être suivie par la mise en place de réunions hebdomadaires. Ce jusqu'à la réception du chantier, avec maîtrise contradictoire, facturation. Et évidemment, on regroupe l'ensemble des plans recollés qu'on va renvoyer aux gestionnaires des réseaux avec des plans donc géoréférencés, des réseaux géolocalisés. Michel Grisetto, vous êtes adjoint au maire de Donne-Marie-Dontilly et sur la nécessité des IC, des investigations complémentaires, vous avez à nous faire partager une expérience. Oui, une expérience qu'on a eue au mois de janvier de l'année 2016 sur un chantier de mise en place d'un réseau d'eau pluviale et d'un renforcement d'eau potable. Où effectivement on a eu un incident de gaz. Le chantier avait été marqué, mais
c'était un marquage, je dirais, classique. Il n'y avait pas eu d'IC, donc effectivement, il y avait des écarts entre, je dirais, le marquage et effectivement le positionnement de la réalité, quoi. La réalité, surtout en termes de profondeur, surtout en termes de. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement un coup de godet, et puis on a arraché une canalisation gaz avec tout ce qui implique derrière. Donc, fuite de gaz assez importante, puisqu'on était quand même sur un réseau assez important, même si c'était un branchement particulier. Donc avec pompiers, GRDF qui est intervenu, la moitié urgence. Oui, urgence. La moitié quasiment de la commune de Donne-Marie-Dontilly qui était coupée de gaz. Hein. Donc c'était quand même assez important. L'évacuation de tous les riverains, avec accueil des riverains, gestion de tous les riverains, avec des personnes, je dirais, des fois aussi en difficulté. Donc il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de blessés ni quoi que ce soit, mais quand même c'est quand même assez contraignant, assez gênant. Donc voilà, donc après effectivement réparation, opération des pompiers pour je dirais autoriser les riverains à revenir dans leur logement, mais ça c'est au bout d'une journée, quand tout était parce qu'ils font des contrôles effectivement au niveau des émissions de gaz pour voir s'ils peuvent rentrer en toute sécurité. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de tracas et beaucoup d'incidents, avec effectivement en plus un retard de chantier qui s'est propagé à peu près sur une semaine en tout, hein, en gros. Hein. Donc voilà, c'est des incidents effectivement qu'on aimerait bien s'en passer. On le comprend. Bon, je tiens à signaler que sur ce dossier-là, nous, il n'y a eu aucun problème. De tout ce qu'on a préparé en amont. Et d'ailleurs, là, j'en ai pas reparlé, mais donc suite au rapport, j'ai parlé des zones d'incertitude. Donc c'est vrai que pendant le marquage, effectivement, avant la réunion préparatoire, il avait été marqué la zone, le périmètre où là il y avait des doutes, ce qui nous a permis, à l'entreprise d'effectuer des sondages pour opérer, sondages complémentaires pendant le chantier pour opérer avant d'arriver sur la zone, quoi. Il faut savoir, du coup, les investigations complémentaires pour les zones non urbaines, donc elles ne sont pas obligatoires. Cependant, il y a toujours un cependant, il y a des clauses techniques et financières à inclure dans les marchés de travaux dans ces cas-là. Pourquoi ? Pour que les entreprises, justement, dans ces zones d'incertitude, elles puissent adapter leur méthode de travail, c'est-à-dire ne pas aller à l'appel mécanique, franchement. Il y a des méthodes douces qui sont préconisées dans des guides techniques, donc là c'est les entreprises de travaux qui connaissent. Vous devez, dans ces zones d'incertitude, adapter votre méthode de travail, et pour les collectivités et les maîtrises d'ouvrage, ces zones d'incertitude-là, vous devez les indiquer dans vos marchés de travaux afin d'adapter des conditions techniques et financières pour que les entreprises puissent travailler avec les bons outils et de manière correcte. Donc, voilà, donc on allait passer à ce cas-là. Habilement, on est passé à la suite. Donc effectivement, donc comme je l'ai dit au début de mon explication, c'était un exemple pour une commune urbaine. Donc là, je vais passer un exemple pour une commune rurale. Donc la petite nuance, on sait qu'évidemment, il y a un coût. La réglementation nous permet de ne pas effectuer d'investigation complémentaire sur une commune rurale. Par contre, on a d'autres applications. Comme il a été expliqué là à l'instant, nous avons dû mettre en place dans notre marché des moyens techniques et financiers pour permettre aux entreprises à pallier à ce manque d'IC. Alors sur la même procédure, donc en rouge, stipuler les éléments modifiés spécifiques à ce type de commune, à ces travaux dans une commune rurale. Donc effectivement, à l'étape 3, on ne fait pas d'investigation complémentaire pendant l'étape de préparation du projet. Par contre, au moment de l'étude d'exécution, on a
laissé la possibilité aux entreprises, et on a mis des articles de prix d'ailleurs en rapport, on leur permet d'arrêter l'étude parce qu'il s'avère que le réseau le réseau qu'ils prévoient d'implanter se trouve être proche, par exemple, d'un réseau gaz. Ils ont des doutes donc, sur sa position et ils nous demandent d'arrêter l'étude pendant 3 semaines. Et pendant cet arrêt, ils ont la possibilité d'aller sur place et d'effectuer des sondages. Alors, ça peut être intrusif ou non intrusif, mais donc, ça peut être des sondages, effectivement, pour repérer le réseau gaz et finaliser, affiner l'étude. Voilà. Passé ces 3 semaines, la durée de l'étude, le délai d'étude repart. Et puis, on se retrouve à l'année N, où effectivement, là, pour le coup, comme il n'y a pas d'IC qui a été fait, il y a un marquage qui doit quand même être effectué. Et là, c'est l'entreprise qui effectue l'ensemble du marquage avant le démarrage du chantier, qui sera noté comme un PV sur le compte rendu. Et toujours sous la responsabilité, bien entendu, du maître d'ouvrage. Voilà. Vous, au SDESM, la majorité des opérations se font commune urbaine ou rurale, ou c'est relativement équilibré? La majorité, les rurales. On est, sur 438 communes, je ne vais pas dire de bêtises, on a peut-être 80 communes urbaines. Alors, on en a un certain nombre, mais ce n'est pas la majorité. Ça veut dire finalement que c'est ce cas qui est le plus courant. Jusqu'à ce qu'on oublie, la réglementation nous oblige à faire des IC sur les communes rurales. Oui, systématiquement, c'est ça? Systématiquement. C'est pas le cas. Mais ça veut dire qu'il y a quand même, il faut justement bien prévoir cette possibilité à l'entreprise d'adapter son marché à la réalité qu'elle va découvrir. Tout à fait. Votre bureau d'études, à vous, Romuald Rochet, vous intervenez quand il y a IC. Oui, enfin, on ne fait pas que ça, mais en effet, là, au niveau des IC, on intervient la majorité du temps en zone urbaine. Et notre intervention, en règle générale, elle se situe bien en amont des travaux, c'est-à-dire au moment de la réalisation de l'étude de projet. Donc souvent, c'est ça. Et ensuite, on réintervient quelques temps plus tard. Donc là, juste quelques jours avant le démarrage des travaux afin de réaliser le marquage piquetage. Le marquage piquetage, il est réalisé suivant une norme, parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous disais que ce métier était encadré. Il est encadré, en fait, aussi bien le marquage piquetage ou la réalisation de plans et les rapports d'investigation complémentaires sont réalisés suivant un référentiel d'une norme du décret anti-endommagement des réseaux. Juste un point, ce qu'il faut bien comprendre, bien assimiler, c'est que, en fait, ce qui est le plus long dans un projet comme ça, c'est pas les travaux. Hein, on s'en rend bien compte. Les travaux, finalement, ça va assez vite. Alors, je passe les problèmes qu'on peut avoir avec les concessionnaires, parce qu'on ne travaille pas tout seul, bien sûr, mais le plus long, c'est la préparation. Toutes les réglementations qu'on a à suivre, à la fois pour les normes, la sécurité, et une bonne préparation du projet, c'est très long et il faut que les communes aussi en aient conscience et pas demander à ce que, certaines communes pensent que ça va se faire tout de suite. Et non, c'est pour ça qu'on essaie d'anticiper un maximum, qu'on envoie les demandes très tôt. Même là, on a parlé de janvier-février. Les demandes pour les coupons, maintenant, on les demande même, on a anticipé de 3 mois. C'est-à-dire qu'on demande même N-2 pour vraiment avoir les réponses en temps et en heure, et travailler sereinement et pas travailler dans l'urgence. Tout à fait. Un bon déroulement, finalement, c'est une longue préparation. Vous êtes d'accord? Complètement. Michel Grisetto, la nouvelle réglementation, l'évolution de la nouvelle réglementation, ça vous impose quoi? À vous, communes, les récollements, etc. Nous, ça nous impose effectivement d'être beaucoup plus vigilants en termes justement de recherche de ces réseaux. Surtout que dans nos communes, enfin moi pour ce que j'en connais sur ma commune, en termes des plans de récollement, j'ai pu constater qu'il y a eu des périodes où les plans de récollement, c'était pas tellement l'habitude. Donc, effectivement, on se retrouve sur l'ensemble de nos réseaux, que ce soit des réseaux, je dirais, gaz, électricité ou l'eau potable ou autre chose. On a
des manques. Des grandes zones d'incertitude. Des grandes zones d'incertitude. On a des plans, je dirais, on trouve des plans d'exécution, mais des plans de récollement, on n'en trouve pas. Et puis, bon, sur certains chantiers, on peut avoir la surprise de trouver un réseau là où on ne l'attendait pas. Donc, c'est vrai que moi, je pense que cette réglementation-là va amener quand même quelque chose de plus. C'est effectivement une connaissance pour les communes de l'ensemble de leur réseau, avec une précision qui est quand même intéressante pour le futur. Je pense que là, il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que dans le futur, ça va améliorer, bénéfique. Ça va améliorer tout. Oui. J'enchaîne avec c'est bon passage pour dire que le but de la réforme, c'était d'équilibrer un peu les responsabilités et les rôles de chacun en 3 parties. Pour reprendre le discours du président de l'association des maires ruraux, il faut travailler ensemble. Donc la réforme est un bon moyen de travailler ensemble. On le voit bien avec la préparation, avec les maîtrises d'ouvrage qui préparent un projet, qui ensuite envoient une demande au niveau des exploitants et qui doivent fournir les meilleurs éléments possibles pour concevoir ce projet. Et ensuite, ça va jusqu'aux entreprises de travaux qui, avec des bons plans et en respectant un cahier des charges bien précis et des règles de terrassement qui sont un peu décrites mais qui sont au final connues dans votre métier, permettent un bon déroulement de chantier. Du coup, pour les marchés publics et la réforme dans les marchés publics, ça passe bien par les maîtrises d'ouvrage, ça passe par les collectivités. C'est clair que la réforme a mis beaucoup de responsabilités ou a rappelé ces responsabilités sur un maître d'ouvrage, c'est-à-dire la conception, la déclaration de projets de travaux, les clauses dans des marchés de travaux sur les clauses techniques et financières à adapter en fonction des méthodes de terrassement, les clauses sur les arrêts de travaux et aussi les investigations complémentaires qui permettent pour tout le monde d'être gagnant in fine sur l'avenir parce que ça améliore la cartographie aussi des collectivités et des exploitants de réseau, qui soient sensibles ou non sensibles. Et enfin, pour le début d'un chantier, et ça on va encore un peu plus en détail, mais le marquage-piquetage, il est bien de la responsabilité des maîtrises d'ouvrage. C'est quelque chose où on insiste parce que c'est un point vigilant. Le marquage, ce n'est pas fait juste pour colorer la rue. C'est pas de l'art. Non, ça sert pour les entreprises. Quand une personne sur le chantier sait que le très jeune, c'est du gaz, il va se poser des questions avant d'ouvrir. Voilà. On adapte les méthodes en fonction du marquage. Le marquage, c'était fait à l'époque. Ça a été un peu oublié. On revient en fait à une notion qui était bonne. Donc continuons à l'appliquer. Visualisons ce qu'il y a dessous, quoi, avec les contraintes inhérentes à chacun des types de réseaux qu'on peut trouver en dessous. Alors après, je rebondis aussi sur autre Rebondissez, chose. j'aime ça. C'est vrai qu'on essaie d'expliquer aux communes l'intérêt et l'importance de ce marquage. A contrario, c'est vrai qu'il y a des coûts. Il y a toujours des coûts qui se rajoutent. Comme on l'explique aux communes, on n'a pas donné le premier coup de pioche. Il va y avoir des coûts pour les IC, des coûts pour l'amiante, que sais-je. Mais que derrière, il y a une importance assez importante. Enfin, si on le fait, c'est qu'il y a déjà une raison, c'est qu'il y a une réglementation. C'est la réglementation basée sur une idée sécuritaire. La réglementation, elle n'a pas été faite comme ça pour ennuyer les gens. J'imagine qu'entre le coût d'un marquage et puis le coût économique d'un incident comme vous avez vécu... C'est pas le même. Et en sachant aussi que le SDES accompagne là-dessus et même aide les communes, participe aussi quand même un petit peu à ces coûts pour que ça passe mieux. On est conscient qu'il y a des coûts, mais voilà, soyez aussi conscients que la gestion de crise, c'est un coût in fine humain. Ça peut aussi avoir un coût humain. Et de temps. Donc voilà, c'est un bon projet bien conçu. Il peut paraître cher, mais in fine, il peut faire des économies quand il n'y a pas d'incident. Il se déroule bien après. Une dernière précision à apporter sur ce thème-là. Romain Le Rocher, par exemple, non, vous avez tout dit. Presque. C'est qu'on a un temps imparti, donc. Non, mais c'est bon là. Non, je vous ai tellement contraint que on a encore du temps. Oui, on aura plus de questions. Oui, c'est bon.
Effectivement, le complément important, c'est la formation. La formation des personnes à travailler auprès des réseaux. J'en ai parlé tout à l'heure dans mon discours d'introduction. Mais il est un fait que les questions à choix multiples qui sont obligatoires avant de délivrer l'attestation d'intervention à proximité des réseaux, à part le CACES, le fameux CACES, mais le CACES est en révision, dans lequel effectivement il y aura une option sur le travail à proximité des réseaux, qui est également définie par le comité de pilotage ministériel. Et nous avons cette obligation au 1er janvier 2018 d'avoir sur place une personne avec l'attestation d'intervention à proximité des réseaux, devrait après passer le QCM. Nous avons effectivement sélectionné au titre d'observatoire sur l'ensemble de la région Île-de-France, quelque chose qui n'est pas prévu dans la réglementation, mais que nous, observatoire, on a décidé d'imposer au titre de l'Île-de-France, c'est de signer un protocole avec cet observatoire pour pouvoir effectivement délivrer des questions à choix multiples. Sur les 24 centres d'examen qui ont été retenus par le ministère sur la région Île-de-France, on en a 13 qui ont signé notre protocole qui permet effectivement de faire de la formation préalable avant de passer les questions à choix multiples. Et il s'avère qu'au niveau des statistiques sur l'Observatoire Île-de-France, on s'aperçoit que les centres d'examen qui ont signé ce protocole ont passé à peu près 1200 QCM, questions à choix multiples, à fin octobre. Et sur les 1200 questions à choix, QCM qui ont été passées, on a un résultat de 97% de réussite. Donc il n'y a que 3% d'échecs après formation. Au niveau national, on en est à 91% de réussite au niveau national. Donc l'Île-de-France étant une grosse région, effectivement, on fait monter les statistiques. Voilà, et on montre l'exemple, et nous avons les différents observatoires régionaux qui nous contactent pour nous demander comment faire, et nous allons instituer quelque chose de très spécifique en Île-de-France, également une carte spécifique à la personne qui a passé ce QCM, qu'on va délivrer à partir de janvier 2017 pour ceux qui ont déjà fait passer ces QCM en 2016. Puisqu'en Île-de-France, nous avons un gros turnover des salariés, puisque les chantiers sont en train de partir. Hier, on avait une réunion à Paris avec le président de la société de Grand Paris Express. Et quand on voit le paquet de chantiers qui vont être lancés en 2017, puisque les premiers tunneliers pour le Grand Paris Express, la ligne 15, qui nous intéresse en tant que Seine-et-Marnais, puisqu'elle arrive à Chelles, les tunneliers vont descendre quand même au deuxième semestre 2017. Donc c'est des travaux colossaux, le plus grand chantier au monde actuel, donc c'est le Grand Paris Express, puisque la totalité de l'investissement de ce Grand Paris Express est de l'ordre de 25 milliards pour le GPE, et tous les travaux connexes, ça va faire plus de 100 milliards de travaux pour l'Île-de-France. Donc ça va faire quelque chose de colossal, et la Seine-et-Marne est également intéressée. Alors c'est un nouveau sigle à mémoriser, ça, AIPR. Autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Donc ça veut dire qu'il y a une qualification du collaborateur, du salarié de cette entreprise pour être efficace, pour travailler en finesse auprès de ces réseaux sensibles. Avec un signalement quand même au niveau des personnes qui sont obligées d'avoir cet AIPR. Donc pour le responsable de projet, minimum une personne qui a contact avec le chantier aura l'attestation AIPR délivrée par le responsable de projet. Et également pour les exploitants, ils ont également l'obligation d'avoir des AIPR, et les entreprises, minimum sur le chantier, une personne avec l'attestation d'intervention à proximité réseau, pour l'instant, jusqu'au 1er janvier 2019. Et on verra au 1er janvier 2019 si on ne va pas étendre, pas à l'ensemble, mais la plus grosse partie. Voilà, la plus grosse partie des suiveurs de tranchées, qui n'ont pas d'obligation pour l'instant. Il y a surtout le chef de chantier qui est obligatoire, le conducteur de travaux, le chef d'entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui l'ont passé ici. Je les vois, ils ont passé ce QCM et l'ont obtenu, la plupart, en tant que concepteur. Donc, il faut le dire. Et même M. Tavel est obligé de passer l'AIPR et de le délivrer. C'est bien vrai. Donc, j'ai passé juste pour info le QCM. Et c'est bon. Ça va. Donc juste pour préciser, effectivement, pour rebondir là-dessus, l'ensemble des chargés d'affaires du SDESP ont passé cette formation AIPR et l'ont réussi avec succès. On a tout dit, ou presque. On va le voir d'ailleurs. Alors, on va passer au moment délicieux
du jeu de questions-réponses. La première question étant la plus difficile, on va passer tout de suite à la seconde question. Ah ben on a déjà la première là-bas. Il y a une main ici. Oui, et à gauche. Donc, alors c'est à gauche quand on regarde et à droite quand vous êtes dans la salle, là-bas. Bonjour, Dominique Pernier du département. Deux petites questions. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'est une zone urbaine ? Une deuxième chose, voilà, je vais reparler du coût des investigations. C'est important pour les maîtres d'ouvrage. Ça coûte beaucoup aux communes et aux départements. Et je voulais aussi que vous nous précisiez la réglementation, l'obligation des concessionnaires en matière de plan et de mise en classe A des réseaux. Juste, je rajouterai que pour les communes, ça va être un gros point puisqu'il va falloir mettre les réseaux d'éclairage public en classe A aussi. Alors moi, juste pour la première question, la manière dont nous on travaille, c'est qu'une commune est classée urbaine ou rurale au titre de l'INSEE, tout simplement. 2000 habitants. Alors, à partir de 2000 Commune- habitants, commune- c'est commune Bruxelles, urbaine. c'est Bruxelles hein, qui a décidé effectivement pour nous. C'est normal, puisqu'on en fait partie. Et donc, ils ont décidé que les communes urbaines, c'est à partir de 2000 habitants. En dessous de 2000 habitants, c'est communes rurales. D'autre part, en ce qui concerne effectivement le coût des investigations complémentaires, Dominique, c'est vrai que c'est le coût des investigations complémentaires. On a fait une analyse, on arrive entre 2 à 3% du montant du marché. 2 à 3% du montant du marché. Mais quand il y a un incident, effectivement, si on ne les fait pas, comme disait M. Grisetto, ça coûte très cher et on s'aperçoit que c'est une économie importante, in fine, du marché. Parce qu'il n'y a pas de casse de réseau, il n'y a pas d'arrêt de travaux, et le chantier se déroule bien, sans gêne pour les usagers et puis sans accident pour nos salariés. Pas de dommage à personne non plus, Voilà. parce que c'est ce qui est le plus Mais important. c'est 2 à 3% hein, quand même. Mais on le retrouve largement dans le déroulement du chantier. Et pour du coup les questions réglementaires sur les concessionnaires de réseau, l'obligation de requalifier en classe A, donc c'est-à-dire avec la meilleure précision possible, pour les unités urbaines, elle s'applique pour les réseaux sensibles en 2019. Il y a une obligation d'être en classe A au 1er janvier 2019. Après, on est conscient de la difficulté. Pour les autres réseaux, c'est décalé. Ça s'étale de 2019 à 2022 de mémoire. Non, ça va peut-être, et ça continuera à aller plus loin. Mais l'échéance pour les réseaux sensibles, c'est 2019 en unité urbaine. Donc les réseaux sensibles, c'est GRDF, Enedis, GRT Gaz, Trapil, Total, donc les gros transporteurs d'hydrocarbures et gaziers, mais aussi l'éclairage public, puisque l'éclairage public est considéré comme sensible, et d'autres opérateurs de réseau qui décideraient de s'inscrire en sensible. L'obligation donc d'améliorer en cartographie l'ensemble des réseaux en classe A, elle s'applique au 1er janvier 2019 en unité urbaine. Alors effectivement, on peut citer un exemple qui est tout à fait significatif, c'est la région Île-de-France. On a Paris. Et Paris est actuellement pour GRDF à 100% classe A. Et, enfin 97%. Et donc effectivement, Enedis est en train de s'y mettre aussi. Et donc Enedis, il a aux alentours de 90% à Paris. Je vois Thierry Barra qui accepte, qui est là, je vois. Effectivement, c'est 90%. Et donc à Paris, c'est significatif parce qu'une population de 2 800 000 habitants, vous avez un incident de réseau, l'année dernière c'était assez important, il y a eu 39 incidents de réseau, mais auparavant en 2014 c'était 22. En 2014 on n'a pas fait beaucoup de travaux à Paris puisque c'était les élections. Hein. Et monsieur le maire de Paris avait décidé d'arrêter les travaux 6 mois avant. Donc on a eu moins d'incidents de réseau, évidemment. Mais donc significatif, c'est 39 réseaux pour 2 800 000 habitants en GRDF cassé sur Paris. Monsieur. Oui, donc Roland Harley, maire de Pomponne. Donc monsieur Pernier a posé ma première question donc, concernant la segmentation ville rurale et urbaine, donc c'est fait. J'avais donc une seconde question, mais à laquelle vous avez répondu partiellement. C'était de quels moyens réglementaires nous disposions pour imposer justement aux concessionnaires de fournir des informations suffisamment précises. Nous avons eu un chantier d'enfouissement et
Nous avons eu énormément de mal. Alors, c'était une maîtrise d'ouvrage DDT. Et nous avons effectivement eu beaucoup de difficultés à obtenir d'un opérateur télécom historique que je ne citerai pas, pour obtenir des informations. Je crois qu'ils étaient à une maille de 200 mètres. Alors, je ne sais pas à quelle classe ça correspond. Au nom de, disons, de la protection, disons, du secret industriel et commercial, voilà. Et effectivement, on avait beaucoup de difficultés à obtenir les informations que l'on souhaitait. Alors, comme je l'ai dit au début, la réglementation, elle essaye de partager les responsabilités. Donc la maîtrise d'ouvrage, comme on a pu voir, elle a beaucoup d'obligations. Les entreprises de travaux ont des obligations, mais les exploitants de réseau aussi ont leurs obligations. Donc elles ont un devoir de réponse dans des délais impartis, en fonction d'une déclaration de projet de travaux ou d'une déclaration d'intention de commencement de travaux. Pour les réseaux sensibles, en absence, dans une DT, c'est différent, mais on va rester dans le cadre de DT du coup. Vous devez effectuer, lorsqu'elles ne répondent pas, vous devez effectuer une première relance pour si elles n'ont pas répondu dans les délais. De mémoire, je ne sais plus si c'est 10 jours ou 9 jours. Après, je me replonge tous les jours dans la réglementation. On regarde plus les DICT, mais elles ont une obligation de réponse. Lorsque vous avez fait que votre première relance avec envoi recommandé, si elles ne vous répondent toujours pas, vous êtes en droit de faire un signalement auprès des DREAL ou de la DRIE concernés. On a eu des cas de communes ou de collectivités qui nous ont fait des remontées d'informations justement sur l'absence d'exploitants n'ayant pas répondu. Nous avons pris acte de ce signalement et nous avons pris contact avec les différents exploitants de réseau concernés. Les exploitants de réseau, s'ils ne respectaient pas ces délais impartis, ils ont aussi les mêmes sanctions administratives que vous. C'est forfaitaire, c'est un montant maximal de 1 500 € et en cas de récidive, c'est 3 000 €. Pour information, cette année, de mémoire, on est à 4 sanctions administratives sur des exploitants de réseau. Autre question. C'est là-bas, c'est là-haut. Ah, Monsieur Jacques Drouin. Les maires ruraux, c'est forcément... Oui, chez nous, c'est 3 500 habitants, c'est pas 2 000 habitants. Mais bon, c'est juste... Ah oui, pour votre association. Oui, tout à fait. Alors moi, par rapport... C'est plutôt un témoignage. Et je m'adresse surtout aux chefs d'entreprise. Je crois qu'un chantier se fait correctement si vous avez des vrais chefs de chantier. La qualité des chefs de chantier est essentielle pour que ça puisse se faire dans de très bonnes conditions. J'ai des expériences multiples. Parfois, ça ne s'est pas bien passé. Et à chaque fois, ça s'est bien passé parce qu'il y avait un chef de chantier qui était tout à fait performant et un vrai professionnel. Donc, je m'adresse vraiment aux chefs de chantier par rapport à des chantiers qui pourraient justement poser parfois des problèmes dans certaines communes. Faites attention au profil du chef de chantier. Il est essentiel pour la qualité du service rendu. Je partage la vision du président des maires ruraux. Pour faire les inspections, on voit que c'est dépendant conducteur de travaux, je dirais même aussi conducteur de travaux qui a sur sa responsabilité plusieurs chefs de chantier. Ça passe, le respect de la réglementation, ça passe aussi par le terrain. Les bonnes pratiques, elles ne sont pas forcément nouvelles. Notamment pour les chefs de chantier, les DICT et les récépissés des plans, ça ne sert à rien qu'ils soient dans la camionnette à se balader dans toute une ville. Le but, c'est de l'avoir sur le chantier, puisqu'on voit des cas comme ça, c'est des cas vécus aussi. Mais si le chef de chantier sensibilise ses opérateurs sur l'importance des plans, sur la réalisation des chantiers, effectivement, en général, ça se passe mieux. Et juste un point de précision, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un bon maître d'œuvre qui peut éviter que l'écart entre un bon chef d'équipe et un mauvais chef d'équipe soit trop important en fait. Voilà. Autre question ? Alors bien évidemment, vous retrouverez sur le site internet de Ensemble 77 tous les slides que vous avez vus pour bien suivre ce cheminement et cette dualité qui existe entre les communes urbaines et les communes rurales sur le mode opératoire. Merci à vous 5, merci même à Céline Brodas dont la voix s'est
s'est enfuie. Elle revient et tout le monde applaudit nos intervenants. Merci à vous.